Bonjour à tous. On est là pour vous parler tous les quatre aujourd'hui des enjeux de la scalabilité avec les impacts sur les équipes et les dirigeants, et notamment bien sûr les enjeux de santé mentale. Je propose qu'on fasse un petit tour de table de notre côté. Bonjour, merci Grégory. Donc Julien Cantegrey, je suis le fondateur et président de Spaceable, qui est une société du New Space qui observe les constellations dans l'orbite terrestre basse. Et avant ça, j'ai été cadre dirigeant chez Kering dans le luxe et cadre dirigeant d'une fintech aux États-Unis. Anne-Charlotte Rivière, je suis associée au sein d'un cabinet qui s'appelle Goodwin. On accompagne des startups de très early stage jusqu'à beaucoup plus late stage et donc en particulier leurs fondateurs dans le cadre de leur croissance. Et bonjour à tous, je suis Nicolas Merlot, cofondateur de TIL. TIL, notre métier, notre expertise, c'est la santé mentale des collaborateurs. Notre solution, elle combine la technologie et les sciences cognitives pour à la fois aider les collaborateurs à prendre soin de leur santé mentale en prévention et aider les équipes RH à comprendre et à agir sur les problèmes un peu plus structurants de l'organisation. Merci. Donc comme on le sait tous, à la fois la croissance et également en ce moment pas mal la décroissance, ça soulève un certain nombre d'enjeux très forts qui sont un stress test pour les employés, pour toutes les équipes et aussi les dirigeants. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui comment y faire face, comment s'améliorer et comment pouvoir être résilient. J'ai donc une question en premier pour Nicolas. Donc Nicolas, comment est-ce qu'on peut identifier et gérer les problèmes de santé mentale, surtout en phase d'hypercroissance? Alors, déjà pour parler de santé mentale, le mot, il est quand même encore assez peu connu. Nous, on aime bien, chez TIL, faire le parallèle avec la santé physique. C'est les mêmes mots, hein, santé mentale, santé physique. Mais santé physique, on le connaît, on sait ce que c'est notre santé physique, on a appris à l'école depuis tout jeune, et on sait comment prendre soin de sa santé physique au quotidien. On a même des réflexes de prévention sur sa santé physique ancrés en nous, comme par exemple, je me lave les dents 3 minutes pour ne pas avoir de caries. Avec sa santé mentale, comme on n'a pas appris ce que c'est, on connaît très peu le sujet, c'est plus flou et donc généralement on attend d'avoir un problème pour prendre soin de sa santé mentale. Et donc dans l'entreprise en effet, et dans des périodes de scalabilité en l'occurrence, ça va avoir les impacts qu'on connaît, donc des arrêts, des burn-out qui sont de plus en plus longs, de plus en plus fréquents, des départs de top talents. On dit souvent qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Les relations interpersonnelles font partie de la santé mentale. Et aussi, quand on ne va pas jusqu'à l'arrêt, ça va être aussi des désengagements, une baisse de productivité, ce qu'on appelle aussi le présentéisme. C'est donc ces collaborateurs qui sont perdus dans leurs émotions, dans leurs pensées et qui ne sont plus en train de travailler de manière efficace. Et donc, face à ce constat, en effet, les équipes RH, il faut qu'elles se disent comment je peux faire pour arriver à prendre ce sujet qui est en fait maintenant indéniablement rentré dans le monde de l'entreprise. Il y a, disons, 3 choses qu'il faut avoir en tête quand on est une équipe dirigeante ou une équipe RH pour prendre soin de la santé mentale de ses collaborateurs. La première chose, c'est qu'il faut déjà parler du sujet. Quand on est une entreprise en pleine croissance, on sait qu'il y a des enjeux d'objectifs qui sont plus gros, plus durs à attendre. On sait qu'il y a des réorganisations en interne qui vont chambouler les équipes. Rien que le fait que l'équipe fondatrice, dirigeante, parlent du sujet et disent avec transparence qu'on sait que la santé mentale, votre santé mentale va être impactée et c'est important pour nous, ça a de la valeur pour le collaborateur parce qu'il se sent écouté et il n'a pas l'impression qu'on met le problème sous le tapis. La deuxième chose, c'est d'essayer de passer d'un réflexe qu'on a eu traditionnellement sur ces sujets de curation, c'est-à-dire on éteignait un peu les feux et passer sur des enjeux de prévention. Donc, typiquement, nos clients qui vivent ces périodes de scalabilité et de croissance forte, ils vont former les managers à détecter les signaux faibles. Ils vont les former à agir aussi, évidemment, sur ces différentes situations, ce qu'on appelle aussi les premiers gestes en santé mentale. Ils vont, même au-delà de former les managers, former aussi les collaborateurs à mieux comprendre leur état de stress et leur donner des outils de prévention. Et la troisième chose pour avoir un impact efficace sur la santé mentale des collaborateurs, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a autant de problématiques de santé mentale que de collaborateurs. Vous et moi, Grégory, et vous aussi, on a des sujets de santé mentale qui sont différents et qui en plus évoluent avec le temps.
Et donc, il faut que l'équipe dirigeante se rende compte de ça et donne les ressources adaptées et personnalisées à chacun. Et donc là, c'est là où la technologie peut aider. Très bien, merci beaucoup. Là, on a parlé de scalabilité, de croissance. Il y a aussi des enjeux en ce moment de crise de croissance, voire même de décroissance. Et je voudrais demander à Julien, quels sont les défis spécifiques pour gérer les équipes en tant que dirigeant dans ces périodes de décroissance et plus généralement de crise, si tu as déjà vécu ça dans ta vie pro. Je distinguerais par domaine, en tout cas pour les 3 que je connais, qui sont le luxe, la finance et l'espace. Ce qui était clair dans le luxe, c'est que la question essentielle, c'est l'identité de marque. Vous installez un designer et ensuite vous lui permettez de croître, donc c'est du middle management, et puis ça va des boutiques jusqu'à la marque. Et en phase de décroissance, vous pouvez jouer là-dessus. Et quand la décroissance est dure et profonde, vous changez de l'identité de la marque. C'est par exemple ce qui s'est passé de Yves Saint Laurent à Saint Laurent avec Slimane en 2012, c'est ce qui est en train de se passer avec Gucci. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 problématiques, un au niveau très opérationnel, et puis à un moment, il y a un moment dur où vous changez vraiment toute l'identité de la maison. Dans la FinTech, en tout cas ce que j'ai vu de la FinTech Wall Street, c'est-à-dire pas San Francisco, ce qui m'avait frappé, c'est que le top management, en tout cas pour moi, était extrêmement senior. Partenaire chez Goldman ou directeur de hedge fund. Et les advisors autour étaient aussi extrêmement seniors. Et là, la problématique est très différente du luxe. C'est-à-dire qu'en croissance, vous allez pouvoir jouer sur les devs ou l'approche marché, et en décroissance aussi. Mais si la décroissance est dure, vous ne changerez jamais l'équipe. Donc l'identité, elle est là et elle ne bouge pas parce que l'équipe top, elle apporte le regulatory et la vision. Et dans l'espace, c'est encore complètement différent. Vous avez en tout cas en France, au fond, 2 stratégies. Soit des boîtes jeunes ingénieurs qui montent une start-up et qui va croître. Donc là, la croissance, vous allez gagner en maturité dans les équipes et en seniorité pour notamment gérer des opérations spatiales. Ou alors, c'est les spin-offs de grands groupes ou du CNES. Et là, vous avez des gens qui sont plutôt des fonctionnaires d'agence. Et donc, vous allez leur apporter une approche marché. Et en période de décroissance, en fait, il y a des assets qui ne bougent pas. C'est tout ce qui est, par exemple, dual et militaire. Et il y a des choses qui vont changer. Donc juste sur ces 3 exemples, la question, donc pas simplement individuelle que tu as traitée, je pense qu'elle se pose de façon très très différente suivant les domaines. Et ça peut être beaucoup plus impactant dans le luxe où on peut changer l'identité ou simplement des ajustements un peu à la marge comme dans le spatial. Merci beaucoup. Donc dépendant des secteurs. On est aujourd'hui à une conférence qui est en France, dans un écosystème qui se développe très fort, en Europe, la France, Paris en particulier. Néanmoins, on a beaucoup d'enseignements sans doute à tirer de l'Amérique. Et je voudrais demander à Anne-Charlotte, par exemple, si on doit, comment on peut benchmarker ou s'inspirer, apprendre de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique sur ces enjeux de scalabilité et les impacts sur les équipes et les leaders. Alors c'est vrai qu'on parle, on dit souvent que l'écosystème français est très en retard par rapport à l'écosystème américain. On parle souvent de 10 ans. Il y a une réalité là-dessus qui est effectivement ce décalage d'écosystème. Il y a aussi des grandes différences culturelles. Nous, ce qu'on voit, c'est que les sociétés américaines généralement évoluent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Les fondateurs ont un rapport à l'entreprise qui est très différent de ce qu'on peut voir en France. Et donc vous avez souvent des fondateurs qui, au moment de la série A ou quand on a passé certains milestones de développement, donc on passe de la partie recherche à la partie commercialisation par exemple, lâchent la direction opérationnelle de l'entreprise. C'est possible parce qu'il y a une population d'entrepreneurs aux États-Unis qui est beaucoup plus importante, avec des entrepreneurs qui ont vécu des phases de croissance et donc qui peuvent venir se substituer à ce fondateur. En France, c'est beaucoup moins le cas. On a des fondateurs qui restent beaucoup plus tardivement dans la société. De temps en temps, c'est parce qu'ils l'ont choisi. De temps en temps, c'est parce qu'il n'y a juste pas d'alternative. En termes de santé mentale, la difficulté que ça pose, c'est qu'en fait, on demande aux fondateurs
d'être aussi bon dans des phases très très early stage que dans des phases très très late stage, que dans des sujets de gérer une équipe de disques et une équipe de chercheurs, on en parlait, à gérer une équipe de commerciaux. Donc ça met énormément de pression sur les fondateurs, et le fait de ne pas avoir cette capacité de pouvoir à un moment dire je lâche et j'ai un nouveau CEO qui vient en place, qui sait faire cette phase et qui vient pour quelques années, il y a un vrai enjeu là-dessus. Là où nous, on voit aussi des différences, et on le ressent vraiment maintenant qu'il y a les phases de downsizing, mais c'est aussi très vrai sur les phases de croissance, c'est le rapport des salariés par rapport à l'entreprise. Quand on est aux États-Unis, tout se fait très vite, que ce soit la phase de croissance ou de décroissance. On embauche quelqu'un, le lendemain il est là, de toute façon il a 15 jours de préavis dans son autre boîte. De la même façon, quand on a besoin de downsizer, aux États-Unis, vous annoncez ça à quelqu'un le matin, l'après-midi il n'est plus dans l'entreprise, et 15 jours après il n'a plus de revenus liés à l'entreprise, donc ça va très très vite. En France, c'est très différent parce qu'on est sur des cycles beaucoup plus longs, on a beaucoup plus d'angoisse sur l'idée de rejoindre des startups. Donc déjà, la phase de croissance et d'acquisition de talent est beaucoup plus difficile, et la phase de décroissance aussi. Et ce qu'on a constaté récemment, c'est que autant dans la phase de croissance, on arrive à attirer des talents, il y a un projet qui est enthousiasmant, tout le monde se met derrière le fondateur, et donc il y a une espèce de communauté qui se crée entre les fondateurs, managers et les salariés. Autant en phase de décroissance, il y a une espèce de cassure qui se crée, et les salariés se mettent beaucoup plus dans leur position de salariés en opposition par rapport aux fondateurs, ce qui crée, en tout cas au niveau de nos clients, de temps en temps un vrai sentiment d'impuissance. Ils étaient entourés, ils communiquaient de manière très transparente, et puis du jour au lendemain, en fait, au lieu d'avoir des gens qui sont à leur soutien, ils ont des gens qui sont contre eux, et donc ils doivent gérer non seulement leurs relations avec leurs investisseurs, qui peuvent être compliquées sur des phases de décroissance, mais aussi avec leurs salariés, et respecter toute la gestion de l'humain dans ce cadre-là. Et donc ça, c'est très très différenciant entre les deux écosystèmes. Et est-ce que toi, en tant qu'avocate, tu es davantage sollicitée sur ces problèmes en ce moment de leadership et d'équipe dans la période qu'on vit actuellement, plus que tu l'aurais été il y a 2 ans, par exemple? Alors oui, ce qu'on voit, c'est que tout le monde, alors que ce soit les fondateurs ou les investisseurs, sont confrontés pour la plupart pour la première fois à une phase de décroissance. C'est-à-dire que quand on voit que l'écosystème est assez nouveau, la plupart, ils n'ont pas connu la crise de 2008, où de toute façon, les boîtes, elles n'avaient pas levé autant et pas levé sur ces valos. Donc la conséquence n'est pas du tout la même. Donc en fait, il y a à la fois des fondateurs qui sont un petit peu perdus parce qu'ils doivent faire face à ça pour la première fois, des boards qui sont perdus, donc des relations qui se tendent avec les investisseurs. Et c'est vrai que nous, d'habitude, on n'intervient jamais dans les boards. C'est assez mal vu en France, alors que c'est vraiment une pratique très, très instituée aux États-Unis. Et là, c'est depuis 12 mois à peu près, on nous sollicite. Pourquoi? Pour qu'on puisse venir donner notre expertise sur les points techniques, mais aussi ce qu'on voit du marché, c'est-à-dire ce qu'ont fait les autres et comment on peut réagir dans ce genre de situation. Voilà. Merci beaucoup. On va revenir sur des choses plus joyeuses. En termes de scalabilité, comment la culture d'entreprise intervient? Est-ce que c'est un facteur d'accélération, un catalyseur ou un frein parfois? Et comment est-ce qu'on adapte l'objectif avec sa culture ou l'inverse? Peut-être Nicolas Peut-être d'un point de vue personnel, ce que je vis au sein de TIL, donc là, nous, on est 50, on sera 100 à la fin d'année, donc on est dans cette problématique de grandir rapidement. Comme on est une entreprise de santé mentale, la santé mentale doit être absolument une priorité aussi en interne, bien entendu. Et on est super vigilant. Moi, personnellement, en tant que cofondateur, ce que je vais faire le plus attention, c'est comment ma culture que j'avais avec mes équipes qui sont là depuis le début, elle se perdure dans le temps. Et une chose que je garde en tête le plus possible, c'est les valeurs de notre boîte. Et sur ces valeurs, il y a évidemment la bienveillance en fait partie, mais aussi l'exigence, bref. Et en fonction de ces valeurs, on a identifié et développé en interne des outils, des frameworks pour nous permettre d'avoir cette culture qui scale. La culture du feedback, typiquement, est super importante chez nous. Là, ce que je vois dans ces mois de croissance chez TIL, c'est qu'en effet, il y a peut-être des nouveaux qui arrivent, qui se sentent plus isolés que ceux qui sont là depuis le début. Donc, comment on ne fait pas une culture à deux vitesses? Et là-dessus, évidemment, je m'appuie sur mes managers, les managers qui viennent d'arriver, donc qui sont aussi nouveaux.
ils ont de l'expérience, de l'expertise qu'on est allé chercher en externe évidemment, mais moi ce qui est important pour moi, c'est qu'ils comprennent les codes de TIL pour pouvoir les appliquer. Et donc derrière, c'est quoi? C'est comment je les forme et comment je suis aussi vigilant à leur donner des conseils très précis sur différentes frameworks. Et typiquement sur le feedback, nous on a quelques règles qu'on se donne en interne. Quand le feedback est positif, on se le partage publiquement. Et quand il est plus constructif, on se le partage en one-one. On se le partage tout de suite ou le lendemain, mais grand maximum, pour pas faire en sorte que la frustration reste. Et on donne des règles pour partager le feedback, aussi la manière dont on partage le feedback. Et donc là, on utilise la communication non violente, qui est un des nombreux outils des sciences cognitives, donc qui fait partie de la santé mentale. Et cette communication non violente, elle nous dit, on partage d'abord les faits, on partage ensuite les émotions qu'on a ressenties par rapport aux faits, et ensuite on exprime un besoin. Et en fait, pourquoi je vous parle de cet exemple super précis? Parce que ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où on est tous à même de comprendre ces émotions, de les partager aux autres et de manière structurée, et en fait, les petites frustrations qui peuvent engendrer de gros problèmes si elles ne sont pas traitées tout de suite, en fait, disparaissent très vite et c'est très assaini. Et voilà, je trouve que la communication dans la culture et cette manière de faire, en tout cas, nous aide beaucoup chez TIL. Super, merci beaucoup. J'ai une question pour toi, Julien, comme tu as une carrière bien remplie dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce que tu vois comme nouvelles problématiques au sein des collaborateurs que tu dois gérer, d'un point de vue HR, pour les motiver, etc., que tu ne voyais pas, par exemple, il y a 5 ans ou 10 ans? Alors, en tout cas, pour revenir au niveau du spatial, je trouve que le contexte évolue très très vite. Il y a 5-6 ans, il y avait une joie, parfois un peu naïve, de vouloir travailler dans l'espace. C'est devenu une problématique environnementale, l'espace est devenu militaire, donc c'est plus du tout la même histoire. Et donc ça, il y a vraiment une réflexion qui est d'ailleurs passionnante à avoir avec les salariés sur c'est quoi notre mission dans cette affaire-là. Là, autre chose, je pense qu'il y a des enjeux pour moi de turnover. Je trouve qu'une start-up, c'est dur et c'est extraordinairement formateur. L'idée au début, c'était de garder tout le monde. Je sais que les premières années, on a gardé 98%. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut peut-être avoir un turnover de 20-25%. C'est-à-dire qu'on arrive dans la start-up, on gagne en maturité. Nous, par exemple, on a fait des tests CIFRE. Donc on a fait 3 tests de bout en bout, on a formé des gens, on apprend des compétences particulières, on change de poste, et puis ensuite on va ailleurs. Donc il y a cette sorte de lâcher prise, je ne sais pas comment on l'appelle, qui fait qu'on peut être partenaire temporaire d'une start-up. Il y a ensuite des enjeux, je trouve, de transparence et de deadline. Plus on évolue, en tout cas dans le spatial, plus on va sur la mise en orbite. Donc là, on est dans des enjeux de programme difficiles, avec des deadlines durs, et il faut beaucoup de résistance nerveuse. Et donc, ça doit être une culture de transparence. Je vais faire, ou je ne sais pas faire, ou je ne saurais plus faire, et de deadlines très très strictes. Et peut-être une réflexion plus générale. Je sais qu'à un moment, en tout cas chez Kering, moi j'avais participé à mettre ça en place, on avait fait un comité éthique. Alors ça se posait de façon particulière, puisqu'on était un groupe mondial, et donc sur plein de petites questions, par exemple, est-ce qu'un cadeau est de la corruption? Si vous êtes en Asie, c'est pas la même chose que aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Donc un comité éthique, c'était un lieu où collectivement, à une dizaine, on abordait les questions un peu touchy comme ça pour le groupe. Et j'avais voulu mettre ça en place dans la boîte. Et en fait l'éthique, c'est très compliqué. Et c'était beaucoup trop compliqué. Et donc j'ai mis sur des salariés qui étaient jeunes, qui n'étaient pas formés à ça, la responsabilité de choix. Or pour nous, c'était le télétravail, est-ce qu'on prend un handicapé dans la boîte, enfin des questions qu'on se posait, qu'ils ne savaient pas traiter. Et donc on est allé notamment vers l'idée d'un chief of staff, c'est quelqu'un de plus qualifié pour nous aider à comprendre la sensibilité de la boîte sur ces questions et à la mettre en place. Voilà, alors je sais pas, je suis allé un peu au hasard, donc c'est des pistes. Merci beaucoup. Une question managéro-légale pour toi, Anne-Charlotte. C'est quoi la bonne gestion quand on identifie un burn-out chez un collaborateur dans une période de tension? C'est hyper compliqué. Je
Je suis pas sûre que je sois vraiment la mieux placée pour le faire. En tout cas, d'un point de vue RH, c'est clairement pas ce que je sais faire. Mais d'un point de vue communication, puisque ça, on aide beaucoup les fondateurs, les opérationnels à communiquer en interne vis-à-vis de leurs investisseurs. Là, il peut y avoir des gros sujets. Le burn-out, ça touche finalement pas mal de CEO aussi, COO. Et là, il y a une tendance très naturelle à cacher les choses aux investisseurs, ne pas leur dire qu'il y a un des cofondateurs qui tient plus le coup, qui a besoin de se mettre en retrait, de faire une pause. Et en fait, ce qu'on voit, c'est très anxiogène et les investisseurs ne savent pas le gérer. Donc, ce qu'il faut plutôt faire, c'est très rapidement se tourner vers les personnes qui vont pouvoir être à l'écoute sur ces sujets-là. Généralement, dans un board et avec des investisseurs, il y en a qui sont plus à l'écoute que d'autres, ce qui permet de désamorcer le sujet, de prévoir des temps de latence où la personne va pouvoir se mettre en recul par rapport à la pression qu'elle subit au quotidien. Et ça, c'est très très important. Et éventuellement négocier son départ. Parce que moi, j'ai eu des investisseurs qui se sont fait blacklister à cause de ça, parce qu'ils sont vraiment totalement partis en burn-out. Et moralité, il n'y avait plus aucun contact possible à des moments charnières pour la société. Et les investisseurs ne leur ont pas pardonné. Alors que s'ils l'avaient dit, s'ils avaient réussi à le dire à ce moment-là, on aurait trouvé une solution. La boîte aurait pu se retourner beaucoup plus facilement. Merci. Et justement, pour éviter d'en arriver là, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Comment tu peux mesurer concrètement en day-to-day ou très régulièrement avec des indicateurs qu'on peut suivre, traquer, etc. Qu'est-ce qu'il y a de dispo? Ouais. Il y a en fait cette santé mentale. Dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé, il nous donne cette définition, mais il nous donne aussi des indicateurs universels, disons, pour mesurer un état de santé mentale. Et donc, typiquement, en fait, c'est 5 questions qu'on appelle le WHO5, qui nous demandent à chacun en fait, de faire un petit pas de recul sur les 2 dernières semaines et ce qu'on a ressenti. Donc, c'est des questions très simples. Et en fait, c'est en prenant le pouls régulièrement sur ces questions qu'on va pouvoir déjà soi-même prendre un pas de côté et se rendre compte où on en est, mais aussi évidemment quand ces agrégateurs, ces données sont agrégées à l'échelle de l'entreprise ou d'une équipe, et ben on va être capable de prédire, en fait, de détecter les signaux faibles grâce à la data. Et ça, chez TIL, on permet de le faire avec nos clients. Mais après, je sais qu'il y a des clients, avant qu'ils travaillent avec nous, mettre en place des systèmes de proxy. Ils ne vont pas poser ces questions-là exactement, mais ils vont prendre un survey qui est peut-être une fois par an, ou certains utilisent des smileys. Nous, ce qu'on aime bien dans l'approche dynamique, c'est-à-dire qu'on demande ça régulièrement aux collaborateurs. Ça nous permet en fait d'être au plus proche de son état et donc de pouvoir agir quand il faut. Et quand un collaborateur est sous un seuil de critique, parce que malheureusement ça arrive, là il est automatiquement contacté par un thérapeute de chez nous pour lui évidemment l'aider à prendre soin de lui et aller plus loin que la mesure. Merci beaucoup. Et est-ce que vous diriez que la communication est assez bonne en général, ou il y a encore des obstacles entre les managers et les équipes, par exemple? Moi, si je peux, sur cette question, rien que le fait, quand par exemple on a travaillé sur TIL, nous on avait du coup vécu des choses avec mes associés qui nous posaient problème. On a envie de s'attaquer à ce sujet de la santé mentale. Et la santé mentale, la définition, c'est un état de bien-être. C'est vraiment la définition de l'OMS. Après, il y a une reste à cette phrase, mais ce n'est pas la maladie. Et pourtant, la plupart des gens associent le mot santé mentale à la maladie, voire la folie. Rien que cette méconnaissance, je trouve, elle montre en fait le stigma, le tabou et la méconnaissance et le problème de communication qu'il y a sur ce sujet. Moi, mes clients, certains au début, ils me disent « Ok, mais on va déployer la solution, mais on ne va pas parler de santé mentale. On va plutôt dire bien-être ou well-being en anglais. » Et là où je suis content de voir, après 2-3 ans d'existence et de déploiement auprès de certains clients, ils disent en fait, il y a 3 ans, c'était un gros mot, la santé mentale. Maintenant, on a compris que les sujets sont là
Et en fait, de les adresser, d'en parler et d'appeler un chat, et ben en fait, c'est une vraie opportunité pour l'équipe dirigeante de montrer qu'elle fait attention et qu'elle a compris ce qui se passait. Merci beaucoup. J'ai une question de conclusion pour tous les trois. Comment est-ce qu'on garde son attractivité en tant qu'entreprise pour les équipes en période de challenge, de crise, ça peut être de croissance ou d'autres enjeux? Comment on fait pour rester désirable à l'égard de ces équipes et des candidats? Pour l'espace, c'est assez simple, c'est la mission en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la performance, quelque chose qui est... c'est compliqué de pouvoir aller en orbite, donc quand on est dans les conditions où on va peut-être pouvoir y aller, c'est extraordinairement attractif. Il faut trouver un objectif qui est faisable dans un horizon de temps qui est le bon de 3 ans. Quand on est ça, on a tout le monde, il n'y a pas d'enjeu. Ouais, et moi je suis d'accord aussi, j'ai la chance d'avoir une mission noble chez TIL qui nous permet de recruter des talents passionnés. Derrière, une fois qu'ils sont là, moi ce qui est très important pour moi, c'est aussi d'être vulnérable, de partager moi en tant que fondateur mes moments de doute et d'expliquer pourquoi j'ai ces doutes et ce que je fais pour travailler dessus. Et à chaque fois, quand je drive une équipe ou un projet ou une personne, je pense à deux choses, c'est exigence et bienveillance. Je trouve que c'est très important de valoriser les équipes et de les laisser accountable de leur mission. Mais en même temps, si c'est trop fort, c'est très dur, donc il faut aussi être très bienveillant. Et donc à chaque fois, moi je joue sur ces deux leviers, je me dis ok, peut-être que là, il faut que je fasse un peu plus de bienveillance, là peut-être un peu plus d'exigence. Et c'est ce qui, je trouve, me permet de créer des liens forts avec mes équipes, d'engagement et de leadership. Moi, je trouve que la plupart des sociétés, elles ont effectivement cette promesse, c'est-à-dire que quand on est dans une société innovante, généralement, on adhère au projet, donc que ce soit l'espace, la santé mentale. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un fort enthousiasme. Le challenge, ça va être de le garder, et surtout dans des phases où on peut prendre du retard sur son projet, où on peut être obligé de downsizer. Et c'est là où on voit que nous, il peut y avoir des décalages de communication. Au début, les fondateurs, ils partagent tout avec les équipes. Donc toute cette ambition et cette joie de participer à un projet commun. La difficulté, c'est que quand ça se resserre un petit peu, et je pense que tu le disais très justement, ils ont du mal à partager la vulnérabilité, ou c'est mettre trop de stress sur les équipes quand on partage tout. Et donc, je pense qu'il faut quand même faire attention dans cette phase, même cette phase de croissance, cette phase d'initiation qui est très enthousiasmante, de mettre le niveau de communication à un bon niveau pour que les gens continuent à pouvoir adhérer au projet très longtemps. Merci beaucoup. Donc, on aura compris bien traquer, bien communiquer et avoir un projet pour pouvoir passer les bons comme les moments les plus challenging. Merci beaucoup. Merci.